And welcome to City of Confidence TV, again with a brand new fantastic entrepreneur with Fanny Fernandez. And so ladies and gentlemen, this time it will be a very special yummy show. Alors bienvenue, as this show will be in French, we will follow up with the specialty language, the special language of Fanny Fernandez. Alors Fanny, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et puis, encore à nouveau, félicitations pour ta boutique. Merci. Yes, so what you guys don't know is actually Fanny just realized recently her dream opening a boutique, and I just literally went there. So check out the photos. Really nice boutique she has in the heart of Jiugaoka. Donc c'est une super boutique que tu viens d'ouvrir. Ah oui, il y a tout juste un mois. Tout juste un mois, oui. Exactement. Et donc, il y a différents produits, different products that you can take a look. And we will just keep talking about this experience. Donc, en fait, la spécialité de tes produits, qu'est-ce que c'est? Si je dois résumer, c'est des produits faits maison. D'accord. Tout est fait maison. Et c'est des produits de mon inspiration, de mon inspiration de la cuisine traditionnelle française, avec des accents un petit peu plus méditerranéens, parce que ce sont mes origines. Donc je suis un petit peu, c'est la cuisine, chaleureuse, conviviale. C'est génial, c'est délicieux. It's absolutely yummy, and as you can see in front of us, we have a sample of different types of gourmet that she brought us, so you can see. So we have like here, really nice. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un cake salé. Un cake salé. Oui. So this is a cake salé, like a salted cake. Et celui-ci, c'est le classique pour moi. C'est aux olives vertes, au fromage et aux herbes de Provence. Yummy. Avec plein de fromage. Plein de fromage. Oui. Et celui-ci? Alors ça, c'est un petit gâteau aux pommes. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Tu l'as pas goûté encore? Non, I know pretty much all her cakes and I haven't tried. Depuis 2 jours, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et c'est un gâteau façon tatin, façon tarte tatin. Tarte tatin, wow. Et voilà, c'est parce que c'est un gâteau que ma mère reproduisait beaucoup en semaine, et le dimanche. Et ça m'a fait, c'est des petits produits comme ça que je veux faire qui ont toujours une petite... si vous voulez me faire parler, vous me demandez quelle anecdote il y a sur chaque produit. Il y a à chaque fois forcément une anecdote. C'est génial, c'est génial. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est assez curieux. Alors ça, c'est le premier, j'espère, d'une gamme. C'est un beurre arrangé. D'accord. Et donc, c'est un beurre arrangé et j'ai fait en forme... Ouais, on peut l'ouvrir. Oui. Donc, celui-ci, j'y ai mis dedans des herbes de Provence, encore une fois, et de l'ail confit. Et c'est en forme de croix occitane. Wow. Voilà. La croix de ma région et l'Occitanie, c'est une. On va pas faire l'histoire ici dans ce talk show, mais c'est un bout d'histoire qui me plaît beaucoup et j'ai pas envie d'oublier, même à 10 000 km de la France. Voilà. C'est chou. Ouais. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que ce beurre contient? Là, c'est des herbes de Provence, de l'ail confit et du sel. Et j'ai choisi, c'est du sel parce que c'est la boutique, c'est aussi une épicerie fine. Donc il y a les produits que je fais et les produits que je sélectionne pour vendre dans la boutique, comme la bouteille de vin ici. Mais il y a aussi des épices. Et ça me tenait à cœur de retrouver l'origine des épiceries fines, comme on pouvait voir le siècle dernier. Bien sûr. Et donc sélectionner des épices du monde entier, mais avec les connaissances qu'on a maintenant. Donc vraiment quelque chose de bien sourcé. Faire attention à toute la chaîne du consommateur au producteur. Oui. Et là, c'est du sel de Djibouti. Du lac, Djibouti. Ouais, c'est le lac le plus salé du monde. Wow. J'adore en plus quand on apprend quelque chose comme ça avec quelque chose de super yummy, super appétissant et tout. Et aussi on apprend le lac de Djibouti, c'est un des lacs les plus houleux, plus salés au monde. Wow. Et donc c'est des petites perles de sel qui sont magnifiques et qui fondent pas
qui ne fondent pas beaucoup, quoi, très vite en tout cas. Et comme là, il n'est pas monté en température, le sel, ça fait qu'il s'accroustille sous la dent. Ouais, voilà. Wow. Et c'est le premier d'une longue gamme, parce que si ça plaît aux clients, j'ai pas mal, j'ai beaucoup, comme d'habitude, d'idées Bien sûr. De beurre arrangé à développer. Et donc, en fait, tu en as créé un pour commencer, et puis tu vois la réaction des clients. Oui. Oui, je m'adapte. Ça, c'est peut-être un de mes plus, c'est que j'ai beaucoup d'idées de produits, d'idées en tout genre. Et donc, je fais et je vois, parce que c'est difficile de plaire, pas de plaire aux clients, mais voilà, je fais en fonction de la demande. Bien et je n'étais pas sûre et je ne peux pas produire 40 tonnes de beurre arrangé si ça me reste sous les bras, voilà, sur les bras, si ça ne plaît pas ou quoi. Et là, ça plaît beaucoup. Donc, je vais en développer un deuxième, soit le beurre avec du piment d'Espelette. Là, on est plus du côté du sud-ouest, mais voilà, plein d'idées. Plein d'idées comme ça. C'est super. Mais en plus, c'est joli comme design aussi pour offrir. C'est sympa. Oui, merci. J'adore. Merci. Super. Mais merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Parce que je sais que dans ta boutique, une de tes spécialités, c'est quand même tes petits pots. Oui, les petits bocaux. Je me sers des bocaux parce que dans la boutique aussi, je veux essayer le plus possible de participer aussi au fait de moins produire de déchets. Et donc, j'utilise des bocaux en verre, en contenant principalement. Et je les recycle aussi. Donc, les clients me les rapportent. Ah, c'est super. Ouais. Je me posais la question, justement. Parce que tu en as beaucoup. Parce que j'en ai, pas beaucoup, mais moi, j'en ai quand même 2. Oui, parce que moi, je sais que je suis fan des bocaux à la maison et que je les réutilise. Mais alors, j'y mets les petites bougies, ça me fait les bougeoirs du jardin. Oui. Comme ça, au moins, ça ne prend pas feu parce que j'ai toujours un peu une phobie du feu ou quoi. Et au moins, dans les bocaux, voilà, ça ne prend pas feu ni rien. J'en refais, des fois, je refais des bougies à l'intérieur, ça m'a des fois de temps en temps, ou sinon, en cuisinant ou en tant que contenant et tout. Donc moi, je sais que je les réutilise facilement. Mais je sais que ça peut être pour des personnes un petit peu, pas un frein à l'achat, mais se dire, dis donc, ça fait beaucoup de bocaux quand j'achète chez Fanny. Et au moins, ils sont contents parce que ça, c'était quelque chose que je voulais développer sur les mois à venir, après l'ouverture. Et en fait, j'étais vraiment bousculée par la popularité de la boutique. Ça a beaucoup plu de suite. Et donc, il y a des clients qui sont revenus facilement une deuxième, une troisième fois, assez rapidement. À ma grande surprise. Je pense que j'en fais partie, mais que je suis à 5 minutes de chez toi. Et c'est vrai, hein. Et du coup, ça m'a surprise, quoi. Oui, bien sûr. Donc, de suite, il y a eu quand même la question qui est venue de la part des clients, de savoir, les pots, est-ce que si je vous les ramène? Alors, je dis, oui, de suite, immédiatement, oui. Donc, en fait, c'est aussi une façon d'être écologique. Oui, c'est une façon d'être écologique et ça me plaît surtout dans un pays où il y a la notion du gommi, du plastique less, etc. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était pas très ancré dans les mentalités. Donc, en fait, le Japon, ça va super vite, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui est décidé, dès qu'il y a quelque chose qui est implanté, c'est fou à la vitesse à laquelle ils réagissent. C'est top. Donc, voilà des petits... Ça, c'est un de mes préférés. La tapenade. La tapenade. Que j'ai appelée Olivette. J'essaie de trouver des noms un peu différents pour chaque produit, qui correspond aux anecdotes aussi. Bien sûr. Et ça aussi, raconte-moi ton histoire ton mix de Provence. Oui, c'est intéressant. C'est les herbes de Provence. Oui. Ça, c'est comme le mélange d'épices. En fait, quand je suis arrivée au Japon, que j'ai commencé à faire les cours de cuisine, c'est des produits dont qu'on trouve tellement facilement en France qu'on ne réfléchit pas forcément à les faire soi-même. En tout cas, moi, jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'avais pas réfléchi à comment faire mes herbes de Provence ou quoi, parce qu'on en trouve des très bonnes sur le marché en France. Et ça, ces épices-là, c'est le ras el hanout. Le ras el hanout? Oui. Je ne connais même pas. Alors, la prononciation, par contre, désolée. Mes amis arabes, parce que c'est ras el hanout. D'accord. Et ras el hanout, apparemment, si je ne me trompe pas, ça veut dire le haut de l'étagère en arabe. Donc l'épicier,
Il fait son propre mélange d'épices plus ou moins rares. Mhm. Et c'est un mélange d'épices qui varie suivant l'épicier. Mhm. Et c'est un mélange à épices parfait pour les tagines, pour le couscous, etc. Et moi, je le trouvais chez mon boucher en France. Et quand je suis arrivée à Tokyo et que j'ai voulu refaire le couscous, le tagine, je me suis dit, ben, dis donc, le ras el hanout. Alors au début, mon père m'en a envoyé de France. Oui. Je me suis dit, c'est pas possible, ça, on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc j'ai regardé comment ça se faisait et j'ai plus étudié la question. Oui. Et comme les herbes de Provence, et je me suis dit, ben, en fait, je peux les faire à mon goût. Et les herbes de Provence, voilà, j'ai mélangé les herbes en quantité qui me plaisait. Et le ras el hanout aussi, et ben voilà, là, je suis rentrée complètement en passion parce que j'adore les épices de base. Et là, de faire son propre mélange pour arriver à une saveur et un goût unique, c'est trippant. Alors parlons un peu justement de ton origine avant de continuer à développer tous les produits où moi je peux en parler pendant des heures avec toi. Moi aussi alors. Alors raconte-moi, je veux dire, tu as beaucoup de produits différents et franchement, comme tu m'as dit tout à l'heure, en fait chaque produit a son anecdote. Et on aimerait bien savoir quelle est ton anecdote déjà, d'où tu viens. Est-ce que tu peux peut-être expliquer? Donc moi je suis née en France, dans le Languedoc-Roussillon. D'accord. Et plutôt dans le Roussillon, puisque je suis née à Perpignan. D'accord. Donc très très au sud. Oui. Et ma mère est du Languedoc. Oui. Et mon père est pied noir marocain. D'accord. Donc d'origine espagnole, il y a très très longtemps. Et pied noir marocain de Casablanca, Meknès. Wow. Donc j'ai ces influences. Oui, alors je suis très, là pour le coup je suis méditerranéenne à 100%. Oui. Latine aussi. Et en fait, ma mère travaillait à toute une carrière dans la restauration. D'accord. Ma grand-mère aussi, sa mère aussi. Donc, de son côté à elle, il y a tout le côté France, restauration française. Donc, au niveau du service, de la présentation, des choses comme ça. Et après, elle vient de la campagne du Languedoc. Donc, ses grands-parents vivaient dans un petit village où j'ai habité aussi quelques années. Oui. Donc, tout le côté, elle m'a appris à ramasser des salades entre les vignes. Wow. Oui, tu vois, tout ce côté-là très, très rural, très nature, que j'ai eu du côté de ma maman. Et du côté de mon père, je ne sais pas si c'est pour tous les pieds noirs ou quoi, mais alors, c'est la famille, c'est juste des fadas de nourriture. On en parle Moi, les souvenirs que j'ai chez ma grand-mère du côté de mon père, c'est le petit déjeuner. Donc, j'étais avec mes tartines dans le bol que ma grand-mère a déjà préparé, les poivrons, la tomate, tout ça pour le repas du midi. Wow. Et je terminais, je rangeais mon bol que je préparais, j'avais les mains dans la cocotte avec elle. Et on n'avait même pas fini le repas du midi qu'on disait, bon, alors pour ce soir... ça n'en finit jamais. Ah oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, voilà tout ce côté-là. Le plaisir du gourmet, en fait. Le plaisir du gourmet, ça, c'est vraiment typique aussi français, quand sûr. même. Et là, du côté de mon père, toutes ces influences marocaines. Donc, voilà. Et quel est ton plat préféré? Le plat, j'en ai pas un seul préféré, mais... Quel est le goût de, comme on dit en japonais, il y a le ofukuro no aji. Ah oui, ofukuro no aji. Tu connais pas? Ah non. Oh bah écoute, il faut que tu fasses ton ofukuro no aji alors. Ofukuro no aji? Oui, au Japon, il y a un mot très connu qui s'appelle ofukuro no aji. Si c'est traduit, en fait, c'est traduit comme le goût de la maman. Donc en fait, c'est le goût qui te rappelle de ce que ta mère te cuisinait quand tu étais enfant. J'en ai plein. J'en ai plein. Hein. Fais-nous une série de ofukuro no aji alors. Il y a des trucs qui sont assez bizarres parce que le premier qui me vient en tête, c'est le gratin de courgettes. D'accord. Oui, parce que j'adore les légumes. Oui. Et j'ai comment dire, depuis toute petite, je suis assez fragile on dit, en France, on dit faire des crises de foie. En fait, j'ai appris que ça n'existe pas une crise de foie. Le foie ne peut pas être en crise. Tu connaissais la crise de foie? Oui, bien sûr. Quand j'ai voulu la traduire en japonais, en fait, j'ai trouvé que ça n'existait pas. D'accord. Donc en fait, voilà, j'étais assez fragile là-dessus. Et à chaque repas, s'il y avait, par exemple, des œufs en entrée, tu vois, des œufs mimosa, par exemple, des œufs durs en entrée, un plat avec de la crème et un dessert, par exemple, une mousse au chocolat. Ma mère, elle me disait, par contre, il faut choisir, hein, Fanny, tu vas pas... Parce que j'étais gourmande.
J'étais gourmande et moi, je voulais tout manger. Quoi, je voulais tout manger. Et elle me dit, non, il faut choisir. Et donc, des fois, si elle me faisait choisir entre le dessert ou le gratin de courgettes, parce que j'étais fan du gratin de courgettes, je disais, ah bah, c'est gratin de courgettes. Au lieu de la mousse au chocolat. Ah oui. Et je terminais, bah, si c'était la mousse au chocolat, peut-être que j'hésitais, mais c'était fromage ou un yaourt, quoi. Et donc, ouais, il y a ce côté-là. Après, un ragoût aussi, le ragoût aux olives que j'ai fait au Japon. Alors, qu'est-ce que c'est un ragoût? Parce que c'est pas le plus beau des termes. Oui, bon, oui, c'est vrai. C'est très bon. Oui, mais qu'est-ce que c'est le ragoût? Le ragoût, c'est vraiment ça. On est dans la cuisine, pour moi, familiale. Oui. C'est comme alors la tarte salée, par exemple, ou le cake salé. C'est un peu, pour moi, la même base. C'est-à-dire la maman qui ouvre le frigo et qui dit « Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo ?» Donc, c'est rassembler des ingrédients. Et préparer quelque chose. Donc, le cake salé, on va avoir sur une base de pâte et cuite au four. La tarte salée sur une base de pâte à tarte et on va y mettre quelque chose. Et le ragoût, c'est quelque chose en sauce. D'accord. Donc, on a, comme en japonais, on appelle ça nikomi. Et en France, il y a des ragoûts célèbres parce que le bœuf bourguignon, qui est un bourguignon qui va me sauter dessus, mais ça reste qu'un ragoût célèbre, comme la quiche, ça reste une tarte salée célèbre. Et le ragoût aux olives vertes et au bouquet garni, au poulet aux olives vertes, c'est un ragoût qu'elle me faisait souvent et voilà, qui me rappelle l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, comme on dit. Et le couscous, ça aussi, c'est quelque chose, je pourrais... Ça, c'est une de tes spécialités. Ah ouais, mais je pourrais manger à en mourir. Hein. Ah non, mais c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé, petite. Hein. Avec ma cousine, j'en avais mangé et j'avais bu beaucoup d'eau après parce qu'il devait être piquant ou salé. Et je m'étais retrouvée, j'ai appris par mes gardes que la semoule continuait à gonfler dans l'estomac. Ah bon? Oui. Waouh, c'est bon à savoir. Ah oui, il ne faut pas boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas boire beaucoup d'eau après un couscous. Ah ben non. Ça te... Oui. Ah oui, ça m'avait calmé, j'ai su. C'est bon à savoir. Ouais. Donc après tes origines, en fait, on va peut-être parler du Japon quand même. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Japon? Raconte-moi. Je pense vraiment le Japon m'a attirée déjà, ça c'est sûr. Mais je pense qu'au fond, c'était l'envie de me découvrir moi. D'accord. De savoir de quoi j'étais capable, toute seule, loin. L'aventure, le challenge. Japon? Pourquoi tu as choisi le Japon? Le Japon, alors ça, je ne sais pas pourquoi. Depuis toute petite, j'étais attirée par l'Asie. Et dans ma famille, je suis un petit peu la seule. J'étais un petit peu ma soeur, regardez. D'accord. Et oui, j'étais attirée par l'Asie. Au début, quand tu es petite, c'est vraiment l'Asie, c'est tout un ensemble. Quoi. Tu ne fais pas la différence entre la Chine, le Japon, le Vietnam, etc. Et plus j'ai grandi, et plus je me suis aperçue que en fait, c'était le Japon. Et voilà, fan de films d'arts martiaux. Ah bon? Ouais. J'ai jamais fait d'arts martiaux. Mais fan. À part dans mes rêves. Mais... Ah oui, super fan. Et de l'esthétique japonaise en général. D'accord. Qui me touche. Je sais pas, il y a des choses qui ne s'expliquent pas quand t'aimes quelque chose. Est-ce que tu te rappelles la toute première fois où tu as vu quelque chose sur le Japon? Non. Mon premier contact avec le Japon, comme beaucoup de Français de ma génération, ça a été, étant tout petit, les dessins animés qu'on pouvait avoir à la télévision. Et moi, je me souviens toute petite être hyper en joie quand ma mère m'avait acheté je m'en souviens super bien de ce cahier. C'était la copine d'Astro Boy. La petite amie d'Astro Boy, je ne connais même pas son prénom. Et c'était, je ne sais pas si tu te souviens, les poupées qu'on avait, mais en papier, où on pouvait les habiller. Ça fait un peu poupée du pauvre. Mais tu sais, avec le papier, tu changeais les vêtements et t'accrochais juste avec des petites languettes. Oui. Et bien, je m'en souviens. Et j'avais été... je me souviens de ce cahier, mais avec beaucoup de sentiments. D'accord. Et donc tu as toujours été attirée par ça, mais quand est-ce que tu es venue au Japon pour la première fois? Pour la première fois, je suis venue au Japon en 2007 avec plein de copains de France. Ah ouais? Ouais. C'était mon premier voyage à l'étranger. Quoi, à l'étranger? Non.
J'étais allée en Espagne et en Italie. Oui. Mais pour moi, c'est tellement à côté que je voyais, c'était pas très... Étranger. Oui, c'était pas très étranger. C'était la première fois que je prenais l'avion et je suis venue en 2007. C'était combien? C'était 2 semaines. On est venu 2 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été une évidence parce qu'en fait, on était nombreux. Ouais. On était 9. D'accord. C'est rare de venir avec ses potes à 9 à Tokyo. Ouais. Et en fait, on n'avait pas tous les mêmes bourses. Tu vois, c'est normal quoi, quand tu fais un voyage. Et au début, j'avais regardé pour aller à Kyoto, pour faire des ryokan, des choses comme ça. Et tout le monde ne pouvait pas et je me sentais pas encore assez à l'aise, tu sais, pour dire bon, vous restez-vous à Tokyo, moi je pars. C'était mon premier voyage, donc c'était naturellement, je me suis dit c'est cool, c'est une super expérience quand même de faire ce voyage avec des potes, donc je suis toujours hyper positive et je me laisse, tu vois, je suis pas une suiveuse, mais voilà, je prends le côté positif du truc, quoi. Et une évidence, je me suis dit de toute façon, je reviendrai. Et je me souviens très bien, c'est une fois j'avais pris le Yuri Kamome pour aller à Odaiba. Un endroit, en plus Odaiba, c'est pas un endroit qui me touche particulièrement à Tokyo. Mais en fait, quand tu prends le Yuri Kamome, tu as une vue extérieure de Tokyo. Oui. Et c'est rare, parce que quand tu es dans Tokyo, tu vois pas beaucoup. Non, tu es vraiment à l'intérieur des buildings, que tu ailles d'un quartier à un autre. Et même s'il y a des quartiers sans trop de buildings, mais d'avoir une vue extérieure... je m'en souviendrai toute ma vie et je me suis dit, c'est bon. C'est ici. Parti. Ah ouais, je reviendrai, ça c'est sûr. Et c'est ici que je ferai un truc, ça c'est sûr. Ouais. Et t'es revenue quand? Et donc en 2007 et je suis revenue en 2010. D'accord. Ouais. Pour faire quoi cette fois-ci? Ah alors moi je suis hyper naïve. Hein. Moi je suis venue, c'était en début d'été, au mois de mai, donc j'ai fait ma valise avec des affaires d'été et j'avais fait un peu le tri de mes affaires d'hiver en disant à ma sœur, si j'en ai besoin, voilà, tu pourras m'envoyer ça. Et avec aucun plan, mais en fait j'avais été trop... Pour moi, maintenant, avec le recul, je pense que j'étais trop sérieuse parce que je venais, avant de venir au Japon, j'étais consultante en psychologie, en fait. D'accord. Et donc, je coachais des personnes, je les aidais à se réorienter professionnellement. Wow. Des personnes qui voulaient se réorienter, qui avaient une coupure, un chemin, tu vois, un tournant dans leur vie professionnelle. Oui. Et donc, qui cherchaient des conseils, tout ça. Donc, je les coachais, consultais comme ça. Et donc, c'était un peu... Je me suis fait ça à moi-même, en fait, en arrivant. Oui. Donc, j'ai fait vite fait le rapport, quelles sont mes compétences professionnelles, quel est le marché de l'emploi. Et de suite, ça a été très naturel pour moi de me mettre dans la recherche de l'emploi, trouver un emploi et tout. Et ça, je trouve que c'était un peu trop rapide parce qu'en fait, je suis arrivée au mois de mai et j'ai trouvé un emploi qui m'a sponsorisé un visa en septembre. Waouh! Ouais. Génial. De professeur de français. D'accord. Ouais. Et c'était où? Où est-ce que tu as... C'était à Jugaoka. Ok. Ok. Donc, on va continuer. Donc, c'était à Jugaoka. Oui. C'était à quelle école? Et c'était l'école Sympa. D'accord. Ouais. L'école Sympa. Wow. J'ai commencé à bosser... Donc, ok. Et voilà, c'est reparti.
Fanny Fernandez. Et donc Fanny, nous continuons avec ton épisode. Donc tu as travaillé pour une école de français quand tu as commencé au Japon. Je suis arrivée et j'avais trouvé des emplois, j'avais hésité avec la restauration et j'avais compris que c'était difficile d'avoir par rapport au visa, avec la restauration si on n'a pas de spécialité, quoi. Et donc en fait, à l'origine, tu cherchais dans la restauration? Non, j'hésitais. Non, moi c'est facile. J'étais consultant, quoi. J'étais psychologue du travail et en arrivant au Japon, si je voulais continuer à faire mon travail, il fallait que je sois soit bilingue en japonais, soit bilingue en anglais, ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, c'était évident. Je n'ai pas cherché à insister là-dedans parce que je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, à part ça, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai trouvé mon premier emploi qui m'ont sponsorisé le visa dans une école de français en septembre. Et en fait, rapidement, d'enseigner aux Japonais, c'était mon premier vrai contact avec les Japonais dans le travail, tout ça. Ça t'a fait quoi? D'enseigner, c'était super. Moi, enseigner, en fait, oui, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup enseigner, que ce soit le français ou autre. Et j'ai découvert, ça a été mon premier contact aussi avec les Japonais et leur image de la cuisine française. Et aussi leur addiction à la nourriture, quoi, qu'elle soit française ou autre. Mais alors, ils sont gourmets. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi on ne les connaît pas plus sous le nom des plus gourmets du monde, quoi. Le peuple le plus gourmet du monde. Parce que, ils parlent tout le temps de nourriture, ils sont à fond dans les détails et tout. Donc, ça a été mon premier contact. Donc, après avoir enseigné le français, comment tu as développé ce que tu es aujourd'hui, en fait? En fait, ça a été dans cette école de français aussi, de voir toujours bien formé par ma formation de psychologue du travail, tu vois, d'analyser la demande, l'offre, etc. Et donc, je suis allée voir les boss à l'époque en leur disant, mais ça fait 20 ans que vous êtes école de français, est-ce que vous avez déjà fait parce que cours, donc apprendre à enseigner le français, est-ce que vous avez déjà fait des cours de cuisine? Puisque les Japonais, me semble-t-il, ont l'air super fans. Et ils m'ont dit, ben non, jamais et tout. Je fais, ouais, parce que ça paraît une évidence, ça m'a paru une évidence. Et que ça marcherait. Et ils sont revenus vers moi quelques mois après, ils m'ont dit, ouais, on a réfléchi à ce que tu nous as dit et tout. Alors, vas-y. Et je fais, ah bon, parce que moi, je lançais une idée, un projet, tu vois, dans le côté structurel, etc. Et je dis, ok, bon, ben moi, oui, challenge, ok, je suis partie. Accepté, ouais. Et donc, ça a été super enrichissant pour moi parce que là, c'était vraiment créé, parce que je les comprends, ils ne voulaient pas non plus investir de l'argent dans quelque chose s'ils ne savaient pas si ça allait marcher ou pas. Bien sûr. Donc, ça a été avec des moyens, mais ras des pâquerettes. Mais au moins, c'était chouette parce que ça m'a prouvé, avec le recul, que en fait, c'est possible. Il faut arrêter il faut pas se dire ah ben non, la cuisine française au Japon, en tout cas je parle pour les personnes lambda qui peuvent penser ça, c'est pas possible, etc. Là non, j'ai enseigné des plats français vraiment traditionnels avec 2 réchauds, 3 cuillères et une marmite. D'accord. C'était vraiment Par exemple, t'avais quoi comme le plat? camping. Mon premier cours, ça a été la ratatouille. D'accord. Ratatouille, ça a été le dessert. Par contre, c'était une petite erreur de ma part. C'était le riz au lait. D'accord. Là, j'étais un peu trop punk parce que le riz au lait, au caramel au Japon, mettre le riz dans du lait avec du caramel. J'ai vu la face de mes étudiants qui ont fait quoi? Du riz, du lait, du caramel en dessert. Ça a été un peu bizarre. Mais non, mais ça a été super, ça a été super bien pris. Et ça a été un succès dès le départ. Et pourquoi tu penses qu'ils l'ont mal pris, en fait, le riz au lait? Non, parce que c'était le riz. Parce que le riz au Japon, c'est vraiment tout un... oui. Explique-nous. C'est sacré, quoi. Le riz, c'est sacré au Japon. Et même si les Japonais, que ce soit le soja ou le riz, pourtant, ils font de la pâte avec du riz gluant, ils en font de la pâte qui en vient à faire des desserts, tu vois, les mochi. Il y a cette structure, ce développement-là, mais le riz en tant que tel, le morceau de riz, on peut le voir qui a été mis dans du lait, de la crème et un petit peu caramélisé. Et manger le riz comme ça, non, c'était un petit peu choquant pour eux. C'était un petit peu choquant pour eux. Mais bon, c'était super sympa. Donc, en fait... Donc, tu as fait, en gros, avec 2,
avec un réchaud? Ah oui, c'était que des réchauds. J'ai fait ça pendant plus d'1 an. Ah bon? Ah oui, c'était non, c'était vraiment le strict minimum. Et en plus, dès le départ, j'avais trouvé, sans le réfléchir de base quand même, j'avais trouvé le concept que j'ai développé au fur et à mesure des années. Mais c'était de faire sans modification. En fait, s'il y avait un plat français, allez, admettons, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Un plat français qui demandait un ingrédient très particulier qu'on ne trouvait pas dans les supermarchés, qu'on trouve à Tokyo, je ne le faisais pas. D'accord. Admettons le cassoulet. Pour prendre voilà, un gros plat typique, le cassoulet, il y a quoi? Il y a des haricots blancs, il y a de la saucisse de Toulouse, il y a du confit de canard ou pas, suivant les écoles. Et la saucisse de Toulouse, c'est pas ce qu'on trouve le plus dans les supermarchés. Donc je ne voulais pas faire un cassoulet arrangé. Et donc, je me refusais à le faire. D'accord. Donc, ça, c'est... Donc, en fait, les gens pouvaient refaire ces plats chez eux. Ah, c'était le concept de base. Génial. C'était avec ce que vous avez autour. Parce que moi, le premier contact que j'ai eu avec les Japonais, quand ils m'ont parlé de la cuisine française, et c'était « Oh, c'est génial, c'est génial. Oh, mais par contre... une fois par an ou 2 fois par an, on va au restaurant français parce que c'est cher ou c'est trop strict un petit peu, quoi. C'est vraiment un petit peu pincé. Et c'est pas possible d'y aller tous les jours. Et on peut pas manger de la crème tous les jours. Et on peut pas manger du foie gras tous les jours. Et plus ils me donnaient leurs clichés de la cuisine française, et plus, pour moi, ils s'éloignaient de l'image que j'avais de la cuisine française. Parce que moi, en plus, venant du Sud, la crème et le beurre, c'est vraiment pas les ingrédients que j'utilise le plus. Donc déjà, ça me parlait pas. Après, je me dis, ben, zut, je venais d'arriver au Japon, hein, donc je cuisinais, je mangeais beaucoup dehors. Mais je cuisinais un peu à la maison. Et j'ai un peu plus analysé les supermarchés autour de chez moi. Je dis, bah, du poireau, il y en a, des carottes aussi, il y a du porc, il y a du poulet. Quoi, il y a vraiment pas mal d'ingrédients. Il y a du vinaigre de vin rouge, il y a de l'huile d'olive. Quoi. Il y a quand même la base... on peut faire pas mal de choses. Et donc, ça a été vraiment le concept du départ. C'était avec ce que vous avez autour de chez vous. Donc, ça, j'y tenais. On fait des vrais plats français. Et il n'y avait que pour Noël, pour la fin de l'année, où je me permettais de donner des recettes dans lesquelles il y avait des ingrédients qui étaient un peu plus difficiles à choper. Mais bon, après, on est à Tokyo, donc... D'accord. Ouais, comme le magret de canard ou... Mais alors, est-ce que tu enseignais le français ou tu faisais des cours de cuisine? Alors, j'ai enseigné le français et en faisant des cours de cuisine. J'ai toujours été, très multitâche. Et, parce que ça me plaît, en fait. Et après, donc, j'ai voulu me séparer de cette école, quoi, d'être un peu plus indépendante. Et d'y rester que pour les cours de cuisine. Et bon, ils n'ont pas accepté. Et je voulais faire des cours de cuisine autant dans cette école que pour moi, à mon compte, ou dans d'autres établissements, etc. Et en fait, donc, je me suis séparée d'eux. Et ça a été... mis à ton compte? Ouais, je me suis mis à mon compte. Et voilà. Et en développant mes cours de cuisine, puisque je les avais... c'est le concept que j'avais créé là-bas. Que j'ai exporté. Alors, comment tu expliques que tu sois passée de ce métier de psychologie au métier de cuisine? Je veux dire, est-ce que tu as senti que c'était ce que tu voulais réellement faire? C'était ta passion? Non, je pense avec le recul, je ne l'analyse pas non plus encore super bien, mais je pense qu'il y a le fait de la transmission. La transmission parce que tu enseignes, que tu coaches des gens, que tu les aides. Je sais pas, c'est bizarre, mais que tu transmets, tu veux transmettre quelque chose aussi. Je pense que c'est dans la transmission. Et enseigner le français, une partie de ta culture aussi. Et la nourriture, c'est pareil. Et je me suis aussi assez vite aperçue que la nourriture, c'était aussi le lien qui me permettait d'avoir toute ma famille et mes amis, en fait, mes racines, avec moi, ici au Japon. Parce qu'on dit, que ce soit des gens qui ont disparu ou pas, tu sais, ils sont toujours avec toi. Et moi, c'est des choses, c'est des idées un peu conceptuelles qui ne me parlent pas. Et donc, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Et je me dis, ah ben oui, en fait, tu les fais vivre. Donc, même qu'ils habitent loin ou qu'ils soient morts, tu les fais vivre parce que
parce que tu parles d'eux, parce que tu fais des plats, ou tu racontes voilà, les anecdotes et les choses comme ça. Donc je me suis aperçue que c'était un peu ma... C'était un peu un lien familial pour toi de travailler dans la cuisine aussi. Oui, c'est exactement ça, parce que même si je me suis expatriée de France, je suis quelqu'un de hyper famille et mes amis aussi, c'est mon noyau, quoi. Donc c'était une façon de autant vivre ce que j'avais à vivre à l'étranger et de tous mes challenges personnels en tant que vraiment être humain et tout ça, mais de vouloir d'avoir besoin de garder ça, quoi. Alors justement, parlons de tes challenges personnels. Je veux dire, tu viens d'en relever un et donc d'ouvrir ta boutique. Et justement, donc en fait, est-ce que déjà, pourquoi en tant qu'entrepreneur, puisque tu l'es, tu as décidé de créer une boutique? En fait, parce que comment dire, parce que j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de faire les choses comme je veux les faire. Donc il y a de ça aussi, quoi. Et c'était difficile de le faire d'une autre façon sans créer une boutique? Les opportunités ne sont pas présentées. L'ancien emploi là, que je faisais, donc j'ai été chef dans un bistrot français. J'ai essayé de voir avec les propriétaires s'il y avait une possibilité de collaborer ou des choses comme ça. Mais ça s'est pas fait avec le corona en plus qui est arrivé. Donc c'était, moi j'avais besoin d'aller vers mon nouveau step, quoi. Et moi j'aurais pu le faire. Nouveau step? De faire les choses comme j'avais envie de les faire. D'accord. Et par contre, c'était des super patrons parce qu'ils ont toujours suivi tout ce que je voulais faire parce qu'ils ont vu que ça marchait et que ma touche prenait, quoi. Donc ça, c'était pas un problème. J'avais pas ce problème-là, mais j'avais pas envie d'être limitée à juste un espace. Je voulais créer peut-être un deuxième espace ou un troisième espace. Ouais. Et donc, c'était pour ça que j'avais envie d'aller vers autre chose et j'aime bien, j'ai découvert ça depuis que je suis au Japon, créer des projets de zéro. C'est vraiment quelque chose qui me booste. Tout comme ton premier cours de cuisine. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le côté challenge de créer des choses de zéro. Ça vient dans la cuisine aussi, hein, avec rien, faire quelque chose. Bien sûr. Mais est-ce que ce côté challenge, tu penses que tu l'as de façon naturelle ou tu le tiens de qui? Oui, je pense de l'éducation. Je pense de ma mère. Elle m'a toujours appris à demander les choses, à aller, à foncer, et qu'on n'a qu'une vie, tu vois, ce côté-là, et de toujours, tant que c'est avec le sourire et politesse, on peut toujours demander. Si c'est non, c'est non. Politesse. Oui, c'était important. Non, mais tu sais, pas y aller franco. Mais non, toujours avec le sourire et la façon voilà, d'être, toujours avec la politesse, mais de demander, et si c'est non, c'est non, et si c'est oui, ben, au moins ça t'amène vers autre chose, quoi. Donc, ouais, de toujours foncer. Ça, c'est sûr, ma mère, elle n'a jamais été... je l'ai déjà vue, quand j'étais jeune, elle a écrit au ministre pour avoir une dérogation spéciale pour le magasin qu'ils avaient avec mon père. Parce que voilà, ben, pourquoi, qui a dit que ce n'était pas possible, en tant que citoyen, d'écrire au ministre pour avoir la dérogation? Ça a été un non. Ben, c'était un non, au moins ça l'a. Mais au moins elle a essayé. Oui, au moins elle a essayé et elle pouvait passer à autre chose. Ça, c'est sûr que j'aime pas ça m'a appris ça aussi, j'aime pas rester dans l'incertitude. Que ça soit pour n'importe quoi, surtout quand tu habites à l'étranger, tu as beaucoup de questions sur n'importe quel plan. Et j'aime pas rester dans l'incertitude, donc j'ai une question sur où est-ce que c'est possible de faire. Je me renseigne à la source. C'est possible, ok, j'essaye. C'est pas possible, bon, ok. D'accord. Ben justement, en tant qu'entrepreneur, d'ouvrir en fait déjà donc ta boutique, qui est, je vérifie, c'est ton premier business. Ah oui, même pas, je n'avais pas en France, non. Ouais. Donc ton premier business que tu as ouvert quand même au pays du soleil levant, loin de ton propre pays, dans une langue étrangère. Ah oui, c'était pas ma zone de confort. Est-ce que c'était difficile? Non, en fait, je pense. Non. Waouh, on s'attendait pas à ça comme réponse. Non, mais parce que vraiment, je pense, je suis positive, je suis assez positive, mais quand tu fais les choses étape par étape,
c'est après, avec le recul, que tu as un peu un côté vertigineux de dire waouh, en fait, waouh, j'ai fait tout ça. Mais quand tu as la tête dans le guidon, tu fais les étapes, quoi. Donc, ouvrir le business, et d'accord, bon, eh ben, en premier, quel est mon statut juridique? Donc, quels sont les statuts juridiques qui existent au Japon? Donc, tu te poses ces premières questions. Après, ça a été, bon, bah, je veux un local, donc quelle est la location, quoi, l'endroit pour le faire, et la location, donc chercher les locaux. Voilà, étape, step by step, quoi. Et pourquoi tu as choisi justement ce lieu, Jiugaoka? C'est quand même un lieu super réputé au Japon, dans un coin de Tokyo très, comment dire, il y a de la chaleur, il y a aussi il y a beaucoup de petites rues super sympas. C'est un peu comme, enfin, presque le Marais un peu de Tokyo. Oui, le Marais de Tokyo, j'ai presque envie de dire, un peu, enfin, si je compare à Paris. Et pourquoi tu as choisi ce coin-là? Parce que, en fait, c'est un coin du Jiugaoka qui s'est, à plusieurs reprises, ça fait maintenant 11 ans, ça va faire 12 ans que je suis au Japon, qui s'est imposé à moi. Mon premier boulot, que je le refuse ou pas, parce que c'était un quartier il y a 11 ans qui me correspondait un peu moins, parce que j'avais 11 ans de moins, et donc c'était un peu plus des quartiers comme Shibuya, Shinjuku et tout, un peu plus attrayant, qui bougent un peu plus, qui me correspondaient plus. Mais mon premier boulot, c'était à Jiugaoka. Là où j'habite, donc j'ai une super chance en or d'habiter dans un endroit superbe, et on me l'a proposé, je l'ai même pas cherché. Il se trouve à côté de Jiugaoka. Et à cette occasion, au même moment, j'ai eu une offre d'emploi aussi en parallèle de mes cours de cuisine qui était à Jiugaoka. Donc à un moment donné, j'ai fait hop, hop, hop. Il y a un truc, il ne faut pas aller contre des fois des choses comme ça qui se passent. Et donc Jiugaoka, donc comme j'y habitais, et les cours de cuisine que j'ai fait pendant plus de 6 ans, la plupart de ma clientèle était pas loin, quoi. Et mes premiers étudiants de français que je retrouve là, qui viennent à la boutique, qui me donnent la chair de poule, quoi. Parce que je les reconnais. Alors, des fois, je n'ai pas tous les prénoms en tête et tout ça, mais je reconnais les noms et tout, et leur hobby, parce qu'on parlait beaucoup de ça. Et la dernière fois, je dis, mais vous n'avez jamais participé à mes cours de cuisine? Non. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 11 ans. Incroyable. Wow. Et voilà, c'est super émouvant. C'est touchant, c'est super touchant. Donc, non, je suis contente d'avoir... Donc c'est un peu en fait ton petit coin familial. Et ben oui. Et ça, je m'en aperçois là vraiment, j'ai une chair de poule. Je m'en aperçois cette année. Parce que pour moi, c'était qu'un endroit peut-être où travailler, où habiter. Et en fin de compte, je m'aperçois que c'est... C'est très touchant, très émouvant. Et donc justement, en parlant de tes clients, puisque tu me dis, tu as beaucoup de tes étudiants, etc., qui viennent. Je veux dire, moi, à chaque fois que je viens à ta boutique, il y a toujours des gens qui parlent français. Oui. Donc, quelle est la caractéristique de tes clients? Alors, c'est vrai qu'il y a une majorité, c'est un peu comme les cours de cuisine. Il y a une majorité qui se dégage de personnes qui, de près ou de loin, sont attirées par la France. D'accord. Et qui, voilà... c'est comme quelqu'un qui serait attiré par le Japon en France. S'il peut avoir un petit coin dans son village ou dans sa ville tenu par un Japonais, il va y aller pour parler les petits mots de japonais qu'il sait dire ou quoi. C'est exactement pareil. Et aussi, et là ça c'est vraiment quelque chose qui me touche aussi, d'autant plus, c'est toutes les personnes qui, de près ou de loin, ne sont pas attirées par la France, mais qui sont... j'ai des petites mamies qui habitent à côté et qui viennent parce qu'elles sont super contentes d'avoir à côté une épicerie fine qui propose un traiteur, quoi, qui propose des petits plats qu'elles peuvent manger tous les jours pour des prix pas chers et qui va les changer le quotidien, quoi. Oui, et puis mettre du baume au cœur aussi. Oui. Et parce que comme j'aime bien, j'ai toujours eu un bon contact avec les personnes âgées ou avec les enfants, j'aime bien papoter avec eux et sortir une blague ou deux. Au passage, en japonais? Oui, en japonais. Alors là, quand je suis arrivée à faire ma première blague en japonais, ça a été the must. The must pour moi. Ça, c'est le plaisir ultime. Tu sais, il y en a qui disent que quand tu arrives à rêver dans une langue étrangère, c'est que tu as dépassé un niveau. Moi, c'était ma première blague en japonais. C'était ça. Génial.
Et donc, justement, parlons, donc, pourquoi tu as appelé, donc, le concept, j'aimerais bien savoir le concept, quand même, de ta marque qui s'appelle Cocotte Cuisine. Cocotte Cuisine. Pourquoi Cocotte Cuisine? Cocotte Cuisine, ça a été le premier, c'est ma meilleure amie au Japon, hein, Isaï, qui a trouvé le nom. Quand j'ai débuté les cours de cuisine à la maison, c'était ma colocataire. D'accord. Et on réfléchissait, un brainstorming de noms, etc. Et ça sonnait, en fait, c'est tombé une évidence. Cocotte Cuisine, ça sonnait bien, c'est vrai. Ça sonnait bien aussi pour l'oreille japonaise. Cocotte et cuisine, c'est des mots qui peuvent être compris en japonais. Et cocotte, moi, ça me faisait penser beaucoup aussi à mes copines en France, qu'on s'appelle souvent cocotte. Et cocotte, c'est ça. Donc le côté hyper friendly. Le côté, le cocotte, tu le retrouves, la cocotte dans la cuisine, la cocotte, les filles qui parlent et tout ça, bon, le poulet, etc. Mais c'était plutôt le côté cocotte, tu vois, friendly, quoi. Les filles qui cuisinent, même si il n'y a pas que des filles qui cuisinent, même à mes cours, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont participé. Donc voilà, c'était ce côté friendly qui sonne bien en japonais, parce que c'est un peu difficile de trouver pour le Japon, quoi. Et donc, le concept de Cocotte Cuisine? Le concept, c'est vraiment la cuisine, c'est un chichi, c'est vraiment une expression qui me plaît. Oui, la cuisine sans chichi. Non, mais c'est un chichi, la cuisine de nos mamans, de nos grands-mères, tu vois. Je prétends pas faire la meilleure cuisine, je prétends pas vouloir avoir une étoile ou quoi, mais juste la cuisine qui plaît et qui peut plaire à des Français qui habitent au Japon. Et qui plaît à des Japonais, j'espère aussi, qui sont ici, et aussi abordable. Ça, c'est vraiment le point d'honneur que je veux, Bien sûr, ça impressionne beaucoup. Je veux dire, tu as des tarifs. Est-ce que tu peux nous parler justement pour donner un exemple, par exemple, de tes tarifs? Parce que ça, c'est quand même... Il faut savoir, en fait, que Jiugaoka, c'est un coin extrêmement coté à Tokyo. Donc... bon, les prix tournent, j'ai presque envie de dire, en euros, ça ferait combien dans les... Ah, mais c'est cher. Un petit gâteau, il doit être à 8 euros ou à 9 voilà, euros. Un petit gâteau à 8 euros, 9 euros. On a des boutiques, des restaurants où tu peux payer 100, 200 euros facile. Donc, c'est quand même un coin un peu style le Marais, mais très coté. Et donc, c'est très difficile. Et moi, j'habite tout à côté, mais c'est très difficile d'avoir quand même des plats où on peut aller tous les jours, limite, acheter des petits plats. Donc, tu as révolutionné, j'ai envie de dire. Non, mais je sais que pour moi, en tant que consommatrice et aussi cliente, tu as pour moi vraiment révolutionné un peu déjà d'un Jiugaoka. La preuve, tu as été pas mal dans des médias alors que tu viens tout juste d'ouvrir. Et en plus de ça, c'est quelque chose de très, ce qu'on appelle en japonais atatakami ga aru, donc très chaleureux et très écologique en même temps. Donc ça, c'est comme tu dis, non seulement au niveau goût, pour moi c'est excellent. Merci. Et c'est très chaleureux, mais en plus, ça te donne envie de revenir justement, non seulement pour... c'est abordable. Exactement, parce que c'est abordable et je pense que c'est un des gros secrets. C'est ce qu'on appelle aussi en France d'ailleurs, peut-être que c'est bon de le rappeler, le chiffre majoritaire que les boulangers font, c'est la baguette. La baguette. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu, les petits plats que tu fais, c'est vraiment un peu une sorte de faire venir, enfin, trouver un peu sa sauce, comme tu dis, les olivettes, tu peux les mélanger dans la sauce, le mettre sur du pain, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très abordable. Et pourquoi tu as décidé de ces prix? Parce que je veux dire, en toute honnêteté, tu aurais pu faire flamber les prix. Mais pourquoi tu as décidé ces prix-là? Parce que pour moi, il y avait vraiment... je suis pas parisienne, ça doit s'entendre. Mais non, mais je viens d'une ville moyenne, française. Voilà, je viens pas d'une capitale. Et la cuisine, mon premier resto gastro, c'était... je devais avoir 22, 23, 24 ans, quoi. Même si ma mère travaillait dans la restauration. Elle nous avait appris beaucoup au niveau, en ce qui est du service et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui était proche de moi, tout ce qui est cuisine, gastro, etc. Et donc, ça m'a paru, je sais pas, très paradoxal à quel point les Japonais pouvaient aimer la cuisine française et
en fait, l'offre au Japon était souvent vraiment réduite. C'est pas réduit que je veux dire, c'est pas le mot qui correspond, mais c'était beaucoup des restaurants très chic, très chic de la cuisine française, de la haute cuisine française. Absolument. Que je respecte et que j'adore, dans lesquels j'adore aller. Et j'adore les chefs avec qui des fois j'ai pu, aussi, bien sûr. avec qui j'ai pu échanger et tout. Mais je me demandais pourquoi il n'y avait que ça, alors que dans la cuisine, par exemple, la cuisine italienne à Tokyo, qui est très représentée, que ce soit dans les petites trattorias ou dans les plus grands restaurants aussi. Et au Japon, on trouvait que les grands restaurants quasiment. C'est vrai. Et ça, je trouvais ça dommage. Et les petits restos faits souvent par des Japonais qui se mettaient à faire de la cuisine française, essayer de concurrencer des Robuchon, des Trois Gros, etc. Donc, font des prix élevés. Absolument. Et donc, ça, je trouve que ça limite. Et je trouve ça dommage parce que même je touche du bois, j'espère que ça va continuer à marcher, mais même en sélectionnant les ingrédients, parce que je ne veux pas aussi qu'on pense... il faut que je communique plus là-dessus, parce que je fais des petits prix, ça veut dire que aussi les ingrédients sont de mauvaise qualité ou quoi. Exactement. Ah non, là j'essaye vraiment de travailler en plus en circuit court. Absolument. Donc je travaille avec les produits japonais et si je trouve pas, parce que en fait ce qu'il y a, c'est que quand je travaille à l'étranger comme ça, moi j'ai personne autour de moi pour me guider au niveau des normes sanitaires d'un pays. Donc je ne peux pas aller sélectionner des pays qui seraient peut-être proches du Japon et qui ont des normes sanitaires super, parce que je ne les connais pas, je n'ai pas le temps d'aller les chercher. Donc je sélectionne soit le Japon, soit la France, soit l'Europe. Et voilà. C'est les trois principales zones. Donc en fait, il faut rappeler que tes ingrédients, par exemple, ça c'est aussi très intéressant, c'est de l'ail. De l'ail espagnol. De l'ail espagnol, voilà. Et que tu fais mijoter à l'intérieur. Je fais confire dans les petits pots avec de l'huile, des herbes. Et ça se garde combien de temps? Ah ben là, de l'ail confit, on peut le garder pas mal. Pas mal, ok. Donc en fait, c'est aussi une de tes spécialités, c'est les mettre dans des bocaux et ça dure longtemps en fait. Oui, en fait, c'est sûr que c'est mes premiers pas dans l'épicerie. L'épicerie fine, dans la production, si tu Bien veux. sûr. Et je comprends, des fois, oui, pour plus vendre, tu vois, le fait de mettre des dates un peu plus réduites, etc. Comme ça permet de vendre un peu plus. Mais non, moi, mes produits, c'est des produits de maman et de grand-mère. Donc, à la base, ça se conserve. La rillette, ça se conserve. C'est top, c'est super. Et donc, en fait, aussi, faut rappeler aussi un des concepts que moi j'adore, c'est tu rentres dans ta boutique, les gens, tu as envie de dire plus de la moitié des personnes prennent à emporter, parce que c'est une épicerie fine. Achètent comme un traiteur. Voilà, comme un traiteur. Et s'ils ont envie de consommer sur place, en fait, il y a des petits espaces. Voilà, il y a des petits espaces aussi pour simplement acheter. Goûter, et s'ils en ont trop, ils peuvent les remporter. C'est ça. Et c'est la même chose pour les bouteilles de vin. C'est ça. En fait, dès le départ, j'ai voulu avoir toutes les licences possibles. Je me suis dit, parce qu'une fois que tu es lancé après, pour les faire à mi-chemin, c'est un peu plus pénible. Donc, tant qu'on est dans les papiers, dès le départ, on fait tout. Organisation. Oui. Et donc, voilà, j'ai toutes mes licences, mes droits pour vendre à emporter ou sur place. Et oui, je veux donner un service. Je leur dis, c'est un chichi, je n'ai pas réussi à le traduire encore en japonais, mais c'est le côté at home, comme ils disent, comme à la maison. Comme à la maison, donc oui, vous achetez ça, vous voulez le déguster sur place, et vous ne l'avez pas fini, on ne s'inquiète pas. Hop, je remets, je remballe, et vous le prenez, vous pourrez le finir à la maison. Ce qu'il faut dire, que c'est quand même extrêmement rare. Oui, je n'ai jamais vu ça. Parce que je pense que vous ne le savez probablement pas, mais au Japon, quand on consomme sur place, le restaurant ne veut pas prendre la responsabilité qu'il se passe quoi que ce soit, donc en gros. Donc en fait, il refuse que tu emportes la bouteille chez toi. Mais je pense parce qu'ils n'ont pas de licence aussi pour vendre. Bien sûr, absolument. Parce qu'ils n'ont pas de licence à importer, mais aussi parce que ils préfèrent aussi faire consommer sur place, bien entendu. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement attrayant pour beaucoup de clients et au Japon, et c'est tout nouveau. Parce qu'en fait, j'ai presque envie de dire, c'est dans ton restaurant, enfin chez Cocotte Cuisine, tu dis jamais non. Non. Non.
Exactement. Vrai. Tu dis jamais non. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut acheter ça? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut boire ça et l'emporter? Oui, oui, bien sûr. C'est toujours oui. Oui. C'est toujours oui. Donc en fait, c'est un peu représentatif de ta vie, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Ben oui, pourquoi, si c'est possible. Moi, en plus, c'est surtout, tant qu'il y a de la communication, c'est comme tout. Vraiment, ça, c'est pas que pour le travail. Je pense fondamentalement que tant qu'on en parle, tant qu'on explique, tout peut se comprendre. Donc, c'est pas oui. Et s'il y a un jour un client qui me dit « Ah, mais en fait, la dernière fois, on l'a fait, on l'a pas fait », moi, j'explique. Quand je peux le faire, je le fais. Par contre, si j'ai la boutique de pleine, là, peut-être que je pourrais pas le faire. Voilà, en expliquant. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir. Bien sûr, absolument. Donc, before we move forward to the next step, let's just go with a little trailer and then we can move forward to the entrepreneurship section. Donc, nous allons continuer juste après la pub sur la section des entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Allons-y. So, ladies and gentlemen, welcome back to City of Confidence TV with Fanny Fernandez. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. Donc, Fanny, franchement, j'ai quand même oublié de te poser la question qui m'impressionne. Enfin, m'impressionne, pas tellement parce que je te connais bien, mais peut-être que beaucoup de personnes se posent la question. Quand on imagine au Japon ou en France des chefs, c'est vrai que surtout au Japon, de façon générale, on imagine la tenue, la toque et tout. Mais toi, non. 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 Qu'est-ce que c'est? Comment tu expliques ton style, ton être? Mais c'est comme dès le départ, en fait, l'idée de Cocotte Cuisine, c'est arrêter avec les clichés. C'est être soi. Je pense qu'on n'est pas mieux. Les cours de cuisine, je pense que ça a plu parce que j'étais moi-même dedans et je ne me suis jamais comparée à d'autres cours qui pouvaient exister, etc. Et la tenue, c'est pareil, c'est moi. J'ai hésité aujourd'hui parce que c'est la première fois que je me fais interviewer comme ça et tout. J'ai hésité et je me suis dit, non, en fait... Il faut que ce soit moi-même. Oui, il faut que je sois moi et je fais pas tous les jours des t-shirts de punk rock, mais voilà, c'est moi aussi d'avoir les cheveux un peu décoiffés, d'avoir des boucles d'oreilles et des t-shirts et d'être décontracté. Et donc les gens t'aiment tel que tu es. J'espère, ça j'espère. Et je pense que ça, moi personnellement, je sais que ça... toutes mes amis, mes potes que j'ai emmenés chez toi, ils m'ont tous dit la même chose. C'est we feel love in her product. C'est vrai. Ils sentent l'amour dans tes produits. Et je pense que le fait d'être toi-même, en fait, te permet aussi d'y mettre beaucoup. Je pense que c'est important pour les gens. J'ai l'émotion. Ça fait plaisir. Oui, tu vas ça fait plaisir. Aussi. Non, mais oui, ça fait plaisir. Non, mais comme quoi, on ne se trompe pas quand on est soi-même. Exactement, exactement. Et justement, pourquoi on va suivre ce procédé en te posant la question, est-ce que tu as confiance en toi? C'est un grand concept, la confiance en soi. Ouais. Je pense. Voilà, je bafouille. Ça fait bafouiller, non, mais parce que c'est difficile, mais le fait de s'écouter et de suivre son truc, de suivre ses sentiments, son envie, c'est pour moi, c'est peut-être c'est ça la confiance en soi. Et ça, même s'il y a des erreurs, même si c'est pas grave parce que ça nous fait grandir. Il y a que celui qui fait pas qui se trompe pas. J'adore
J'adore ce proverbe. Et aussi, rien n'est impossible. Ça, c'est vraiment ces deux proverbes que j'adore. Mais la confiance en soi, ouais, ça doit être ça. C'est juste le fait de suivre ses envies, son instinct. Exactement, c'est le mot exactement. Son instinct. Et dans ce sens-là, si de suivre son instinct, c'est avoir confiance en soi, ouais, alors, parce que j'ai toujours suivi mon instinct. D'accord. Pour ça, je suis au Japon. Et tu n'as jamais regretté? Ah non, non, non. S'il y a bien un truc qui... non, pas de regret, parce que peut-être le côté aussi d'être positif, c'est... Quand il y a eu une erreur, ou quoi, une erreur, c'est pas une erreur, mais quand il y a un truc qui est arrivé par rapport à un choix, tu vois, un truc négatif, ou si on le regrette, non, c'est dommage, je trouve. Pourquoi? Bah, c'est dommage parce que autant en tirer du bénéfice. Donc cette erreur-là, je sais pas, on s'est planté, ça s'est mal fini avec un ancien employeur et on regrette du coup d'avoir été dans ce boulot ou quoi. Non, c'est dommage. C'est grâce à ce boulot, grâce à cette erreur, quelle leçon je peux en tirer? Ben tiens, ça me va pas de travailler avec telle ou telle personne. Tiens, ce boulot, moi ça me correspondait pas. Ou je m'aperçois qu'il vaut mieux que j'aille vers là ou vers là. C'est assez abstrait ce que je dis, mais voilà, pas de regrets, non, c'est con d'avoir des regrets. Donc en fait, c'est vraiment j'ai presque envie de dire, de t'auto-analyser qui t'a permis d'être là où tu es. Oui, de m'auto-analyser et surtout, ouais, de m'auto-analyser, ouais, d'être positive, de foncer, de toujours par contre faire attention, foncer pas les yeux fermés, parce que ma formation fait que toujours dans ma tête c'est assez rapide de faire le côté à quel point je peux perdre, quoi. En faisant ça, comment dire, c'est difficile à dire, mais là par rapport à la boutique, le risque, voilà, à envisager le risque. Et ça c'est sûr que c'est important quand même, faut pas... Bien sûr, bien sûr. Mais quand il faut foncer, il faut foncer. Ah oui, parce que tu peux pas savoir si tu peux réussir ou pas, tu peux pas le savoir si tu fais pas. Donc faut essayer. Évaluer les risques, ça c'est sûr. Si je me plante de combien? Si je me casse la figure, ça peut être de combien? Ça fait mal ou ça fera pas mal? Et si je réussis, au moins, tout est chouette, tout est bonus, quoi. Super. Est-ce que tu as eu des gens autour de toi qui t'ont dit que tu allais échouer? Non. Non? Waouh! Non. Je pense que il y a des personnes, pas qui m'ont dit que j'allais échouer, mais tu sais, les vieux de la vieille qui sont au Japon depuis très très longtemps et qui te parlent, on dirait peut-être avec condescendance, mais tu sais, un peu tu vois, tu fais ça, c'est dur, vaut mieux pas. Tu vois, des choses comme ça, tu vas pas réussir, mais qui... laisse tomber. Ouais, tu sais, qui te donnent pas la gagne, quoi. Non, ça c'est sûr. Mais ces personnes-là, en fait, naturellement, je les fuis, mais... je les évite. Ouais, je les évite, et si ça rentre dans cette conversation-là, je change un peu la conversation parce que j'ai pas besoin d'entendre des trucs négatifs, quoi. Pour moi, ça tue l'énergie. Parce que ça, c'est quand même un point super important, je pense. C'est qu'on n'a pas toujours les bonnes personnes autour de nous. Je veux dire, par exemple, tu peux parfaitement avoir un client qui peut te... Enfin, voilà. Qui peut te casser une journée encore plus si par exemple, tu démarres ta journée, bon, voilà, il pleut, machin, etc. Donc, comment tu arrives à maintenir que personne n'arrive à te casser le moral? Non, il y a des fois des choses, je suis sensible. Il y a des fois des choses qui me piquent et j'ai du mal à... Ça, le caractère, non, j'ai du mal à switcher. Non, je ne suis pas positive 24 heures sur 24. Ça. Dans les grandes lignes, oui, je suis positive. Après, un client, j'essaye de relativiser. Vraiment, d'essayer de voir quand il y a quelque chose comme ça qui te mine, essayer de prendre du recul. Je pense que c'est un des conseils que je donnerai à n'importe qui. Et de se dire, waouh, il n'y a pas mort d'homme, ça peut paraître hyper stupide de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Ma journée, elle va continuer.
mon client, tu vois, bon, ben, peut-être qu'il était mal luné, peut-être qu'il lui, il est super triste dans sa vie et que du coup, il se met en colère. Ça m'est pas arrivé encore, en plus, un client en colère. Mais moi, je pense plutôt comme ça. Je pense plutôt que qu'il y a quelque chose dans sa vie à cette personne qui fait qu'il va être hyper ronchon. Et en fait, j'ai pas pitié, mais il me fait de la peine. Je me dis non, il a trouvé un prétexte pour s'énerver sur quelqu'un ou pour... Donc déjà, j'essaye de ne pas prendre sur moi. Et si c'est quelque chose de bien concret, que ça a été vraiment mon erreur, de réfléchir à ne pas la refaire, quoi. Ou alors de me dire, bah oui, je la fais et je l'assume. Tu l'assumes, à la française. Ouais. Si nos téléspectateurs, donc, ont un rêve et ne savent pas vraiment par où commencer, en fait, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour réussir? Parce que toi, j'ai l'impression, tu vois, tu as une telle facilité. Non, mais on dirait. Ah oui? On dirait que tu as une facilité. En tout cas, ça se sent qu'à l'intérieur de toi, tu sais ce qui te fait avancer, ce qui te fait reculer, etc. Mais il y en a beaucoup de personnes. Je veux dire, je pense que tu as eu la chance aussi de pouvoir, l'opportunité de pouvoir avoir cette spécialité de savoir guider les gens de façon professionnelle. Donc, tu sais aussi le faire pour toi-même. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à beaucoup, par exemple, des jeunes ne le savent pas, ou alors, par exemple, des personnes qui veulent changer de carrière, justement. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est très difficile. Les conseils que je donnerais principaux, ça serait vraiment donc de s'écouter. Ça, c'est vraiment la base. De s'écouter, donc de suivre son instinct. Et ensuite aussi, avec le recul, je me suis aperçue que je ne m'étais jamais comparée. Par exemple, quand j'ai commencé les cours de cuisine, mais des années après, parce qu'il y a un service à Tokyo qui m'a contactée pour faire partie de leur plateforme de cours de cuisine. Et je te jure, c'est vraiment hyper... Je me suis trouvée mais bête à ce moment-là. Je sais pas, plutôt positivement en fait, parce que je me suis dit, mais Fanny, mais c'est vrai qu'il y en a. Mais il y a qui comme étranger qui fait des cours de cuisine aussi? Et j'ai regardé la plateforme et là, ça m'a renfermée. Je me suis dit, waouh, mais en fait, on est nombreux. Je ne suis pas la seule. C'est bête, c'est pas du selfish. C'est de... j'avais jamais regardé ce qui se faisait parce que j'avais tellement été avec l'élan de naturellement, ce que je veux proposer et tout. Si j'avais, je pense à la base, si j'avais regardé l'offre qu'il y avait eu sur Tokyo de Français qui donnent des cours de cuisine, je me serais dit, ben, ça existe déjà, qu'est-ce que moi je vais apporter là-dedans? Et là, j'aurais pas fait. Je pense que ça m'aurait freiné. Parce qu'à ce moment-là, même après des années, quand j'ai vu cette plateforme avec plein de belles personnes qui faisaient plein de cours et tout ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, qui je suis moi ou pourquoi? Et en fait, bon, après, ça te fait aussi réaliser qu'il y a du monde, il y a de la place pour tout le monde. Ça aussi, ça a été... Alors ça, c'est très intéressant, je trouve, ce que tu mentionnes, parce que tu viens d'expliquer, en fait, avant de monter ton business, tu regardes au risque quand même, je veux dire, pour pas te planter. Mais le risque plutôt... Oui, le risque vraiment financier, sans aller voir la concurrence. D'accord. Moi, le cours de cuisine, c'était, j'investis combien dans mon matériel? Je ne serais pas à la rue si ça ne marche pas. Tu vois, c'est ça. Bien sûr. La boutique, c'est pareil. C'est qu'est-ce que je me suis donné aussi, tu vois, c'était une évaluation des risques. Tout le monde me dit, oh, c'est génial, ça colle trop avec le moment, ce que tu as ouvert. Le concept, il est top. Sûr. Et en fait... ça me fait bizarre parce que je me suis dit, waouh, mais j'ai juste, moi, suivi ce que je voulais faire et je ne voulais pas du tout faire un resto, un bistrot parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'être cloisonnée dans des horaires durs, il faut se le dire. J'adore la restauration, mais c'est des horaires durs et je ne veux pas être enfermée là-dedans. Et après, ouvrir un resto, c'est rare quand tu l'ouvres à autant une famille qu'à des personnes, tu vois, c'est toujours ciblé, la clientèle. Alors que là, avec le traiteur, l'épicerie fine, c'est beaucoup plus ouvert. C'est quasiment pas ciblé. J'ai vraiment de tout qui vient, des personnes, des clients, au niveau des classes sociales et tout ça. Et donc, en fait, c'était au niveau des risques, quand je les ai évalués rapidement dans ma tête,
je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de m'enfermer. Si ça marche pas, par exemple, le côté traiteur, parce que comme c'est nouveau, si ça marche pas, au moins je peux me rabattre parce qu'il y a des investissements, il y a des frais là qui sont plus que 4 cocottes pour les cours de cuisine. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ok, ben, j'aurai le local, je pourrais transformer et faire un restaurant s'il faut vraiment faire rentrer de l'argent tous les mois pour rembourser ou quoi. Donc, tu vois, j'ai évalué les risques comme ça et donc je me suis ouvert la porte, la possibilité. Donc, je fais ce que je veux faire, le côté épicerie fine traiteur. Avec un espace, on peut manger sur place aussi. Et un espace assez grand aussi pour donner des cours de cuisine, des événements. Donc, je ne me suis pas enfermée dans un seul domaine, une seule spécialité. Et moi, ce qui me plaît, puisque je suis voilà, multitâche et j'adore toucher un petit peu à tout. Et apparemment, ben, ça colle avec le moment, quoi. Donc, il faut s'écouter. D'accord. Voilà. Et pas se comparer. Et pas se comparer. Non. Et comment tu fais pour ne pas te comparer dans le monde d'aujourd'hui? Mais je ne vais pas chercher. D'accord. Je ne vais pas chercher. Ah si, ça vient à moi, oui, c'est sûr que naturellement, je vais, oh là là, c'est plus... Mais voilà, tu me comparerais. Tu sais que la majorité du monde se compare. Je veux dire, ils vont rechercher qu'est-ce qu'il y a comme autre restaurant autour, ou alors quelle boutique il y a autour, etc. Mais oui, mais chaque personne est tellement unique. C'est ça, c'est con, quoi. Désolée, mais c'est... Non, mais c'est vrai. Si, je veux dire, il pourrait y avoir une autre... Alors, on va utiliser même une femme française dans le même quartier qui va ouvrir sa propre épicerie fine restaurant, il se dégagera autre chose. Et les clients qui iront chez elle... Pourquoi elle se dégagera autre chose? Parce qu'elle sera unique, elle aussi. Et moi aussi. Donc, c'est pour ça. En fait, c'est ton côté un peu unicorne, en fait. Ah oui. C'est comme ça. Non, mais c'est vraiment le côté, tu vois, toi, là, ta chaîne et tout ça, ça sera unique parce que c'est Clara. Donc ça, c'est super important d'être soi-même et de rester fidèle. Après, peut-être de jeter un coup d'œil à ce qui se fait, oui, mais si... Moi, je sais que je ne l'ai pas fait naturellement. Et là, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres épiceries fines, etc. dans le quartier, parce que ce que je voulais faire, c'était vraiment cibler. Cibler. C'était moi. Donc l'Occitanie, ma mère, mon père. Tu vois, j'utilise des noms de mes amis sur les produits et tout. Je ne pourrais pas retrouver ça à Tokyo. Super. Donc, quels conseils pratiques qui peuvent adapter maintenant tu donnerais? Les personnes qui veulent monter leur business. Le conseil pratique. Le conseil pratique. Peuvent utiliser dès aujourd'hui. Monter un business au Japon? Oui. Ou en général? Ou en général. Oui, c'est vaste. Hein. Non, un conseil pratique, c'est peut-être de se poser les bonnes questions sur quand même rassembler ses idées. D'accord. Et faire un petit brainstorming en soi et poser des mots. Poser des mots sur un papier et ça crée la tonalité, quoi. Ça crée la tonalité de ce que vous allez faire. Ça, c'est sûr, de ce qui va être fait. Ouais. Top. Ouais. Rester autour de ça. Et qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire, pour le coup? Chercher dans ce domaine-là les autres personnes qui font ça. Pourquoi? Parce que ça tue la motivation, moi, je trouve. C'est un très bon point. Non? Un très très bon point. Je suis entièrement d'accord. Ça tue la motivation parce qu'on va se dire, là, on va avoir de nouvelles questions comme si on n'en avait pas assez sur soi-même en se disant, mais qui je suis pour rentrer dans le game là maintenant? Mais en fait, non. On est ce qu'on est et si on a envie naturellement d'y rentrer, il n'y a personne qui nous l'interdit. Donc, ne pas trop se renseigner. Moi, j'aime bien trouver des influences chez d'autres personnes qui ont réussi, mais pas dans mon domaine. Bien sûr, je regarde, il y a des chefs qui m'inspirent, des choses comme ça, mais aussi chez d'autres entrepreneurs qui sont inspirants, qui sont peut-être en informatique, vraiment rien à voir avec la cuisine, là, qui vont m'inspirer, oui. Mais après, dans mon domaine à moi, voilà, quelle épicerie fine, quel cours de cuisine donné par une Française il y a à Tokyo, eh bien non, j'ai jamais recherché et ça, je le déconseille parce que sinon,
ça tue la motivation. Absolument, Ouais. je suis entièrement Et d'accord. ouais, et on va rester en stand-by, quoi. Ouais. Absolument. Qu'est-ce qui te fait peur dans ta vie? Ou dans la vie en général? Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? Enfin, qu'est-ce que tu évites? Je bois un coup. Je bois un coup. Non, d'être... je pense que ce qui me faisait peur avant, c'est de ne pas être fidèle à ce que je suis. Mais je m'aperçois que non. Là, j'ai ouvert une boutique et avec le retour, quand j'explique au niveau de la décoration des plats, je me dis non, je ne me suis pas du tout éloignée de qui je suis. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc ça, c'est... non, ce qui me fait peur dans la vie, c'est peut-être de je voudrais vraiment créer un contexte bienveillant, une entreprise. Je voudrais grossir, si c'est possible, et de façon de garder voilà, une bienveillance. Ouais. Et une bienveillance avec les personnes qui travaillent avec moi aussi et tout. Et ça, ça me fait peur si j'y arrive pas. Ouais, ce serait ça. Donc faire attention avec qui tu travailles et bien entouré. Oui, créer, parce que là c'est vraiment une création. Quand tu ouvres un business, quand tu crées, ben voilà, tu crées et c'est toi qui crées aussi cette atmosphère, autant l'atmosphère de la boutique, mais aussi l'atmosphère de ta compagnie, même si pour l'instant on n'est que 2 ou 3 ou 4, mais c'est toi qui donne le là, quoi. Bien sûr. Donc ça me fait peur de me tromper là-dedans, parce qu'il y a des personnes en jeu. Parce que tu es aussi responsable aussi pour cette personne. Oui. D'accord. Est-ce que tu as... Enfin, je pense connaître la réponse à cette question, mais est-ce que tu as douté de toi en faisant ce rêve? Non. Non, c'est ce que je me disais. Juste, je crois, vers la fin, une semaine avant l'ouverture. Une semaine avant l'ouverture, j'étais tellement la tête dans le guidon de la rénovation, après le menu, contacter les grossistes, négocier les prix, être à fond, les papiers, les calculatrices, tout ça. Mais vraiment, mais pas longtemps, hein, avant l'ouverture, je me suis dit, waouh, mais s'il n'y a personne qui vient, j'ouvre une boutique et tout, et s'il n'y a personne qui vient, parce que c'est... Et alors tout le monde me dit, mais non, mais non. Et ça, c'est vraiment des phrases qui me... Il y a un terme pour ces phrases-là. Tu sais, quand tu dis « Ah, ça va pas, mais ça va aller mieux ». Je déteste ce côté-là. Non, mais c'est vrai. Déjà, demande pourquoi ça va pas, tu sais, quoi. C'est vraiment... Et c'est pareil dans le sens où... Intéresse-toi. Oui, où tu dis, s'il y a personne qui vient, quand on dit « Mais si, ils vont venir ». Mais oui, mais non, s'ils viennent pas. Parce qu'il y a des gens aussi avec plein de bonne volonté qui ont créé des concepts ou qui ont créé des choses et ça s'est pas bien passé. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Non, mais c'est vrai. Donc, ça peut arriver. Et donc, j'ai eu une angoisse, là. Et comment ça... Parce qu'il parti. Le fait est d'être là, d'avoir les responsabilités, d'avoir les grossistes qui appellent pour savoir si tu sélectionnes leur saucisson ou tu vois, les testings de vin. Voilà, la personne avec qui je travaille qui me demande donc on va faire ça comment, on met combien de grammes dans ces pots et tout ça. Bon voilà, tout ça et qui te fait revenir à la réalité et à dire, ouais, bon, ok, et step by step. Ouais. De quoi es-tu le plus fier? Allez, soyons honnêtes. Non, je sais pas. Ah bon? Ouais. De vivre depuis 11 ans au Japon, je pense. Ouais. Pourquoi t'en es fière? Oh bah attends, on va pas pleurer. Ça y est, c'est reparti. Non, pourquoi j'en suis fière? Non, je sais pas, c'est pas une fierté, mais parce que on n'y aurait pas cru, quoi. Je sais pas qui personnellement, mais c'est pas des choses dont tu te dis, c'est quand tu grandis et tout ça, que tu le vois de loin dans des films ou des personnes qui se te sont éloignées et après tu réalises, bah oui, en fait c'est moi, ouais, c'est la petite fille de Béziers, née à Perpignan, qui vit à Tokyo, qui s'est mariée avec un Japonais, qui ouvre sa boutique et tout ça, et tu te dis, on n'y aurait pas cru, quoi.
Est-ce que tes parents, ils en sont fiers? Oui, oui, ouais, ouais. Ma famille, oui, oui, bien sûr. Et ça te fait quoi quand ils te le disent? Ben, ça me touche, ça me touche, Donc ça me touche. un peu, en fait, tu mélanges un peu tout leur amour Ah dans oui, tes oui, oui. plats. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Non, non, ça me touche et ça porte, c'est vrai, hein, quand on te dit ça. Bien sûr. Des fois, il y a le côté un peu, comment on dit, pas pantoufle, mais le côté cocoon, c'est qui aimerait. Des fois, j'aurais aimé qu'ils me disent mais reviens, tu nous manques trop, c'est bon, c'est fini le Japon, tu arrêtes. Pour vite revenir et arrêter parce que c'est tellement de challenge tous les jours, quoi. C'est moi qui l'ai choisi, personne ne m'y a forcé, mais c'est tellement de challenge, tu sais que, quoi, tu le sais aussi, que des fois, t'aimerais qu'on te, comme quand t'es enfant, tu sais, on te donne pas le choix, on te dit bon, allez, c'est fini, tu reviens. Ah, ok, je reviens. Et tu reviens dans ta zone de confort, quoi. Ouais. Mais non, ils me l'ont jamais dit. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont fiers que je sois là et je sais pas, ils doivent voir que ça m'épanouit et que je suis bien aussi. Mais non, ils me l'ont jamais dit, ouais. Et t'aurais eu envie qu'ils te le disent à un moment donné? Des fois, oui. Oui, parce que c'était la facilité aussi. La facilité. Ouais. Mais peut-être qu'ils te l'ont pas dit parce que, voilà, Ouais. t'es une femme au challenge. Ouais, ouais, ouais. Ils veulent savoir jusqu'où tu peux aller. Oui, et peut-être que même s'ils me l'avaient dit, j'aurais dit non. Parce que... Comme d'habitude. Non, je reste là où je suis. Parce que bon, je suis un petit peu têtue. Un petit peu. Alors justement, quel est ton prochain rêve? Ta prochaine étape? Alors déjà, consolider ce que je viens de créer. Et en fait, ouais, consolider ce que je viens de créer et voir dans quelle mesure, sans perdre l'authenticité, je pourrais grandir. C'est dur, hein? Ouais. Donc là, ça va être j'ai des idées. Et là, voilà, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, mais non, ça va perdre en authenticité, nanani. » Donc, c'est mes premiers pas dans l'agroalimentaire. Bien sûr. Un grand mot, mais donc, ouais, voilà, comment grandir, mais déjà consolider et créer quelque chose où, voilà, tout le monde, que ce soit les clients, les personnes avec qui je travaille, Olivier, mon mari, tout le monde, voilà, avec qui je travaille, que tout le monde soit heureux et que je puisse contenter tout le monde et moi savoir exactement à quel moment aussi je vais, est-ce que ça sera toujours du non-stop ou pas, je sais pas. Bien sûr. Et quel est ton secret pour ton sourire? Parce que tout le temps, à chaque fois que je te vois, tu es tout le temps en train de sourire. Ah oui, 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 oui. Mais toi aussi? Oui. Parce que ça me fait plaisir de parler avec des gens. Ah ouais, non, c'est les gens. Vraiment, c'est de l'échange. Ouais. L'échange. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as créé finalement un restaurant qui fait aussi traiteur. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est pendant 6 mois, 4-6 mois. Normalement, c'était d'être dans un labo, de faire tout maintenant par Internet et tout. C'était ça qui était dans les cartons. Et en fait, je me suis revue les cours de cuisine. C'est pour ça que j'avais arrêté, parce que j'étais trop à l'intérieur et pas assez à l'extérieur. Et là, j'ai fait hop, hop, hop. Là, je fonce dans le mur. C'est aussi se connaître, quoi, de ses erreurs. Voilà, de ne pas en faire des regrets ou quoi. Là, j'ai compris que non, il me fallait que le contact, c'était primordial pour moi personnellement. Les personnes sont ma thérapie, quoi. C'est vous qui me donnez le, quoi. Tu vois, c'est toi quand je te vois qui me donne le sourire. Ouais. Génial. Ouais, voilà. Top. Donc, maintenant, quels sont les 3 mots les plus importants pour que tu réalises ton rêve? Pour que tu puisses inspirer les gens. 3 mots. 3 mots? Confiance en soi. Confiance en soi. Confiance en ses rêves, quoi. Confiance en ses rêves. Ouais, ouais. D'accord. Son instinct. Confiance en soi, son instinct, c'est peut-être le même. Des mots. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Confiance en soi, confiance en son instinct. Aller à la source. D'accord. Ça, pour suivre ses rêves, toutes les questions, on n'est pas omnipotent, toutes les questions que vous vous posez, il faut aller les chercher à la source.
Ça, pour moi, c'est primordial. Et arrêter de... ouais, mais c'est arrivé au copain d'un copain. Tu sais, tu l'as déjà dit. Le copain d'un copain, ça n'avait pas marché et tout. Non, arrêtez, quoi. Tu vas chercher à la source. Est-ce que tu peux, en tant qu'étrangère, par exemple, quand tu es dans un autre pays, avoir un bail à ton nom ou pouvoir emprunter de l'argent et tout, mais arrêtez le... Ça donne... le téléphone marocain. Bah oui, ça donne... Non, mais ça donne des informations et tout ça, c'est sûr. Mais après, quand même, quand tu prends de la décision... avoir l'information de la source. Ça, c'est primordial. Donc, la confiance en soi, l'information à la source et ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ah ouais, bah ouais. Ouais, ne jamais abandonner. Génial. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ah, mais ça, c'est certain. Donc, est-ce que tu as peut-être un message pour nos téléspectateurs? Non. Juste, ou tes amis, tout simplement, qui te regardent. Oh non, mais je vais pleurer alors sinon. Donc, non. Donc, non, pas de message. On évite l'émotion. Ouais, on évite l'émotion, mais non, j'ai pas envie de pleurer. Ma première interview comme ça sur Internet. Tout ce travail du make-up, sinon... Non, c'est une blague. Non, un message pour n'importe qui, c'est vraiment d'être... si vous êtes à l'aise dans vos baskets, ça se sent, ça se ressent. Et quand on dit... j'ai du mal aussi avec les concepts, avoir de la chance, etc. Parce que non, il n'y a pas de chance. C'est la production. Quoi, on produit, c'est l'énergie. Donc avoir une bonne énergie, être à l'aise dans ses baskets, ça va naturellement, je trouve, diffuser une bonne énergie et on va attirer que des gens qui ont une bonne énergie aussi, je pense. C'est intéressant ce que tu viens de dire, il n'y a pas de chance. Non. Il n'y a que de l'effort. Oui. Je pense que si on écoute son instinct, c'est pas de la chance, on a travaillé pour et on sait ce qu'on veut. Voilà, quand on m'a dit, un ami en France qui m'a dit un jour, tu vas habiter au Japon et tout ça, tu as de la chance. Ben non. Non, j'ai recherché quel visa je pouvais avoir, j'ai travaillé pour économiser, c'était 2000 € pour pouvoir avoir quelques mois par rapport au working visa, on te le demande et tout ça, le working holiday visa. J'ai économisé, j'ai fait les démarches, j'ai fait mon passeport, c'est pas de la chance. C'est beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail et surtout suivre son instinct. Et si c'est des personnes qui sont négatives autour de vous, ben... Ciao. Ouais, ciao. Ou essayez de moins les voir. Si c'est difficile de leur dire ciao, essayez de moins les voir et vous apercevrez que c'est que bénéfique, quoi. Donc, eh bien, j'espère que cette interview avec la super Fanny Fernandez vous a plu. En tout cas, c'était éclatant, c'était fantastique. Merci beaucoup, Clara. Fanny. Et justement, donc, après avoir écouté toute cette interview, on veut juste avoir beaucoup de commentaires, d'avis, de questions. Donc, on vous demande, premièrement, donc on va vous offrir tu vas leur offrir un cadeau. Et pour pouvoir recevoir ce cadeau, on vous demande de subscribe, donc de souscrire à la chaîne, à cette chaîne City of Confidence, ainsi que de répondre à la question que tu vas poser. Oui. De répondre ou de mettre un commentaire. Et parmi les personnes qui ont mis un commentaire, on tirera au sort et vous allez recevoir un petit cadeau spécial qui va être... Alors, le mieux, c'est un petit panier garni. Un petit panier garni, ouais, de tous les petits produits cocotte cuisine. Génial. So for anybody that actually decide to subscribe to this channel and comment and answer to the question, you can receive a very special gift from Fanny, which is a collectible of all the little nice goodies. Et donc, quelle est ta question? Quelle est la question? Quelle est ta question? Par rapport à ce que j'ai dit, quelque chose Ou alors par rapport à ce que tu as envie qu'il trouve. Retienne. Qu'ils retiennent. Je sais pas ça. J'adore les quiz. Hein. Quelle est la question? Quel
quel est le symbole de ma région? Quel est le symbole de ta région? Ouais. Très bonne question. What Ouais. is the symbol of Fanny's region? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Ouais, Vous pouvez le effectivement. trouver dans ma boutique si vous venez. Absolument. C'est une chasse au trésor. Exactement. Donc, essayez de découvrir les super produits de Fanny. Si vous n'êtes pas au Japon, j'espère que vous pouvez venir la rencontrer en personne parce que non seulement, à mon avis, vous allez tomber amoureux de ses produits, mais en plus de sa personnalité, comme tout le monde. Merci. 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 En tout cas, ça fait super plaisir, Fanny. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Pour C'était ce super. très beau partage. Thank you very much and hopefully you can follow Fanny Fernandez chez Cocotte Cuisine. Ouais. À très bientôt. Merci beaucoup. See you soon. Bisous. Bye bye. Ok, et donc Fanny, pour couronner cet épisode, tu vas nous présenter la prochaine entrepreneur qui est Elana Jade Gilbert, qui a son salon de beauté à Tokyo. Exactement. Ouais. So stay tuned. Our next entrepreneur guest will be Elana Jane Gilbert, who has her own beauty salon in Tokyo. And hopefully you stay tuned and subscribe. Make sure to subscribe to the channel to follow up. Thank Ouais. you.